Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast Horizon économique et innovation. On parle de tous les sujets d'actualité sur l'économie en général, de thèmes surtout focalisés sur ce qui est nouveau, des thèmes d'actualité, des thèmes de réflexion plus que de la technique, même si peut-être que certains podcasts, j'irai plus dans la technique, mais en tout cas, l'objet ici, c'est de discuter, et en particulier pour cet épisode, des entreprises en défaillance, en difficulté. N'hésitez pas à aller voir mon blog philippecampos.com, en particulier la section podcast. Vous avez tous les podcasts qui sont répertoriés, et vous avez aussi en direction, en lien, les principaux diffuseurs des podcasts. Alors tous ne sont pas répertoriés, mais vous avez notamment Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, Spotify. Vous en avez d'autres qui ne sont pas répertoriés, mais mon podcast est disponible. Par exemple, je pense à Audible. Et sur ce que je fais maintenant, je le fais à partir du 2e épisode, j'écris un article qui est basé sur le podcast. Donc, il y aura aussi un article sur le blog qui repose sur ce podcast, sur le thème du podcast. Je précise aussi que le podcast, il y a un site qui s'appelle Horizon Echo, Horizon avec un S, echo.fr, donc qui est repris dans mon blog. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette émission ? Parce que on voit dans la presse, on voit sur les réseaux sociaux certaines mentions des faillites d'entreprises, des défaillances, qui présenteraient un caractère extrêmement inquiétant et quelque chose qui n'aurait jamais été vu par le passé. En réalité, ceux qui émettent ces éléments-là, je ne veux pas dire que c'est conspirationniste, même s'il y en a certains, c'est le cas, mais souvent dans la presse, les papiers, ils mettent des titres accrocheurs pour vous faire peur, enfin en général, pas vous particulièrement, et pour que les gens cliquent, lisent. Parce que souvent, j'ai vu d'ailleurs une fois un post sur un réseau social, je ne sais plus si c'est Twitter ou un autre, il mentionnait le fait qu'on connaissait aujourd'hui une situation de défaillance d'entreprise jamais vue auparavant, quelque chose d'historique. Et on regardait la carte de la France, c'était repris d'un article, donc c'est une réalité, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas quelque chose qui est en réalité extrêmement inquiétant, où on voyait l'augmentation des défaillances d'entreprises. Alors je me souviens plus, mais c'était par région, par exemple Île-de-France. Alors je me souviens plus de la statistique, mais c'était quelque chose de très significatif, de l'ordre de 40, 50, 60, 70% selon les régions. En soi, c'est pas faux. Mais ce qui est pas très honnête intellectuellement, c'est de pas dire de là où on part. C'est-à-dire, oui, il y a une forte augmentation, mais il faut regarder d'où on part. Et ces statistiques étaient basées sur des données de mars, avril 2020, cette période 2020 jusqu'à fin 2021, où finalement les statistiques de défaillance étaient extrêmement faibles, anormalement basses. Pour vous donner un exemple, d'ailleurs, je mettrai dans les liens des ressources le lien internet du site INSEE qui donne ces défaillances d'entreprise par mois. Et quand vous regardez, on va dire avant la crise, donc depuis 2000, mais avant la crise de 2008, on était aux alentours, il y a des fluctuations selon les mois, mais en tout cas, on était globalement aux alentours plus ou moins de 4000 faillites, défaillances par mois, à peu près. Et en 2008, donc en septembre, au moment de la crise de 2008, août-septembre, là, ça a flambé. Ça a flambé, c'est la crise de 2008
que certains ont comparé à la crise financière de 1929, causée par les subprimes. Et là, effectivement, on a un nombre de faillites, on n'est plus aux alentours plus ou moins 4000, mais plus entre plutôt aux alentours de 5000, 5500 faillites par mois, et ça sur une longue période. Il y a eu des baisses sur certains mois, des plus fortes hausses, mais en moyenne, on se situe à peu près entre 5000 et 5500 faillites par mois, et ça depuis la crise de 2008 jusqu'à peu près, on va dire, si on regarde les statistiques, fin 2015, début 2016. Après, ça a commencé à baisser, une tendance baissière. Jusqu'à au Covid, donc en avril 2020, où là, ça a chuté. On est passé à 1400 faillites. Donc, on va pas me dire que ces 1400 faillites, c'est quelque chose de naturel. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que à ce moment-là, tout a été figé. Quasiment plus aucune entreprise faisait faillite. Bon, bien sûr, quelques-unes, mais si vous voulez, les entreprises à ce moment-là, elles n'avaient plus à payer les URSSAF, elles n'avaient plus à payer leurs impôts. Les fournisseurs, beaucoup de fournisseurs ont accepté des différés. Les loyers, par exemple, des professionnels aussi, ça a été gelé. Les entreprises ont eu des prêts garantis par l'État à hauteur de 90%, donc les banques ont été beaucoup plus... Elles n'ont pas prêté systématiquement, j'ai vu des banques où il y a eu des refus, mais beaucoup plus ouvertes à prêter à des entreprises qui n'en avaient pas finalement la capacité et qui, surtout, certaines entreprises ont dépensé ces PGE, ces prêts garantis par l'État, et le problème, parce que ça a duré longtemps quand même, les PGE pendant 1 voire 2 ans, pas de remboursement à prévoir, les URSSAF, les dettes URSSAF, fiscales, etc. Il y a eu beaucoup d'étalement, l'administration a fait preuve quand même d'une certaine clémence, et à partir de là, le problème c'est que à un moment donné, il faut payer. Alors les entreprises qui avaient une bonne activité, elles s'en sont sorties. Les entreprises qui ont finalement diversifié, ont utilisé peut-être le prêt garanti par l'État pour d'autres usages, enfin pour d'autres investissements, et ça leur a permis de finalement très bien s'en sortir. Eh bien, ces entreprises-là, effectivement, bon, elles n'ont pas eu forcément... Aujourd'hui, elles sont sereines, elles n'ont pas de problème particulier, sauf dans certains secteurs qu'on pourra évoquer. Mais en tout cas, la montée significative des défaillances d'entreprises, eh bien, ça arrivait à partir de 2022. C'est cohérent, c'est à peu près aux alentours entre presque, on approche les 2 ans d'antériorité où il faut commencer à rembourser les PGE, etc. On retrouve un niveau normal en réalité. Par exemple, le nombre de faillites en mai 2023, on est à 4 882, donc on est proche des 5 000. En août 2023, on est plus proche des 4 000. Bon, globalement, on est même en dessous de toute cette période post-crise de 2008 qui a duré jusqu'en 2016. Aujourd'hui, on est en dessous. On se situe à des niveaux, voilà, où on était voilà, avant le Covid. Donc c'est pour ça, si vous voulez, les entreprises, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Ça peut être des fins de vie parce que le dirigeant part, il n'a pas assuré la transition et il est peut-être racheté, il y a peut-être une absorption, c'est peut-être une liquidation amiable, c'est pas forcément une liquidation de défaillance. Mais en tout cas, les entreprises, voilà, elles vivent, à un moment donné, elles peuvent mourir parce qu'elles n'ont plus les fonds. Hein. C'est pas quelque chose d'anormal dans une économie de marché. Voilà. Donc voilà, les entreprises naissent et meurent un jour pour différentes raisons. Et là, voilà, ça peut arriver. Et aux alentours entre 4 et 5 000, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, qui n'est pas nouveau. Dans les années 2000, on avait déjà ces niveaux-là.
Là, on est un petit peu au-dessus, mais on est en dessous de ce qu'on a connu après 2008, la crise des subprimes. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, je commence un peu par la fin pour dire, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Les journalistes, les, bon, les gens, certaines personnes, influenceurs, etc., de réseaux sociaux, quand ils vous annoncent cette montée très forte des faillites, oui, mais c'est quelque chose parce qu'on part d'un point bas qui était anormalement bas. Vous aurez dans les liens des podcasts, je vous mettrai ça, ce lien-là, ou sur mon blog Philippe Campos, quand je ferai l'équivalent en article, vous aurez aussi ce lien. Et voilà, donc c'est pas quelque chose d'alarmant. Maintenant, ça ne veut pas dire que la situation est parfaite, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, il y a des entreprises qui ont eu des PGE qui ne peuvent plus y faire face. Il y a des entreprises qui se trouvent dans des situations, des secteurs d'activité qui sont très marqués, très impactés négativement par une situation économique qui est pas bonne pour eux. Par exemple, dans l'immobilier, les agences immobilières. Vous avez des sociétés aujourd'hui qui sont dans une mauvaise position parce qu'il y a eu une forte remontée des taux d'intérêt, donc les ménages, c'est déjà plus difficile pour acquérir. Les conditions, les règles du crédit se sont drastiquement endurcies, notamment vis-à-vis des investisseurs immobiliers, qui étaient quand même une partie importante des transactions immobilières. Les primo-accédants, vu que les niveaux de prix sont élevés, n'ont quasiment plus accès au marché, en tout cas dans les grandes villes. Dans les villes moyennes, c'est moins vrai, mais ça aussi impacte le marché. Donc les agences immobilières sont aussi marquées par ces phénomènes. Des notaires, par exemple, hein, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur les notaires qui sont frappés directement par cette crise de l'immobilier, hein. Certains vivent mieux que d'autres parce que voilà, ils ont des réserves, ils ont des ressources, ils n'ont pas tout consommé, mais d'autres avaient un train de vie beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus peut-être plus dépensier sur les locaux, et cetera, le personnel, les primes, les dividendes, et cetera. Bien là, voilà, des notaires qui font des études notariales, qui font des plans de licenciement, aujourd'hui, ça existe. Les constructeurs de maisons individuelles, aujourd'hui, très impactés, hein, mais tout ce secteur de l'immobilier en pâtit. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas qui se sortent, qui ont des stratégies différentes, des modèles économiques différents et qui s'en sortent très bien. Ça, il faut c'est en fonction des cas, il n'y a pas de réponse unique. Mais dans l'ensemble, c'est un secteur qui connaît quelques difficultés. Donc, ça peut être une question de secteur. Maintenant, les entreprises, pourquoi elles vont, être, en difficulté, hein? Au-delà de ce que je vous ai dit, hein, qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer plus que de raison par rapport à la situation économique. Mais bon, plusieurs raisons qui peuvent aujourd'hui, les entreprises peuvent avoir des difficultés. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, oui, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, mais je peux vous dire, l'inflation, j'ai vu des entreprises, j'ai pu examiner moi des sociétés, à l'inflation, bah, elle a eu des effets positifs pour elles. Dans tout ce qui est par exemple les sociétés qui vont transformer les matières premières, etc., elles ont été bénéficiaires, hein. Beaucoup ont fait de superbes performances. Et après, bon, certains vont aussi augmenter les prix, dire oui, c'est l'inflation. Des fois, l'inflation a bon dos, hein. L'inflation, parce qu'en réalité, oui, quand on me dit dans certains secteurs, pour la rénovation, et cetera, ça augmente, on va augmenter nos prix. Oui, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Pourquoi les prix continuent à augmenter? Voilà, c'est parce que certains ont été trop gourmands et à un moment donné, plus vous tirez sur la corde, à un moment donné, ça peut craquer. Donc il y a des secteurs d'activité aussi qui ont pâti de, bon, plusieurs choses. Mais comme je vous dis, quand une entreprise
est en difficulté, ça peut être soit parce que c'est le secteur d'activité, c'est général, je vous ai expliqué pour l'immobilier, mais ça peut être aussi pour d'autres secteurs, la construction, et cetera. Ça peut être aussi parce que c'est mal géré, hein. Les patrons, les chefs d'entreprise, dans certaines entreprises, peut-être ont un train de vie, voilà, ils ont même, par exemple, des startups qui ont levé des fonds. Voilà, les belles années, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Ils payent très bien les salariés et puis il y a la réalité économique, à un moment qui les rattrape parce que les investisseurs, OK, ils ont donné des millions, mais en réalité, les promesses ne sont pas tenues. Et bien là, voilà, il y a un retournement de marché et c'est un peu ce que aujourd'hui, on vit dans pas mal d'entreprises, les startups, j'en ai parlé dans mon dernier podcast. D'ailleurs, il y a un article qui est paru sur Les Échos, dont le titre, vous pouvez trouver sur internet, «Startup droit dans le mur», 14 novembre, qui dit que, en résumé, hein, depuis 1 an, les plans de réduction d'effectifs et procédures collectives se multiplient dans la French Tech. Hein. Donc ça va faire le ménage. Voilà. Mais c'est pas étonnant. J'ai pu voir, moi, des startups où effectivement, quand on regardait la croissance du chiffre d'affaires était phénoménale, certes, mais les clients ne payaient pas. Donc, moi, si on me dit, voilà, vous avez une entreprise, ce qui compte, c'est votre croissance de chiffre d'affaires. Les marges, on verra ça après. Le dirigeant, lui, ce qui compte, c'est la croissance de son chiffre d'affaires, même s'il a des mauvais payeurs. Bon, tant que ça fait du chiffre d'affaires, voilà. Et j'ai vu des sociétés comme ça, on voyait, il y avait une croissance, mais le poste client, il augmentait. Pas parce qu'il faisait du nouveau chiffre d'affaires, mais parce que il y avait des délais de paiement de 6 mois, 1 an, 2 ans, et même certains ne payaient pas. Et donc, oui, vous pouvez faire de la croissance comme ça, mais c'est pas de la bonne croissance. Et à un moment donné, les actionnaires, ils veulent quand même, avoir un retour sur investissement. Vous pouvez leur raconter des mensonges, à un moment donné, voilà, enfin vous mentez. Peut-être que vous le faites de bonne foi, mais si vous dites: «Voilà, je vais me retrouver, avec un cash flow bénéficiaire, mon EBITDA et cetera», mais si vos clients ne payent pas, à un moment donné, dans l'équation économique, voilà, vous allez faire une nouvelle levée de fonds et cetera, mais à un moment donné, les investisseurs ne voudront plus investir et votre valeur va fortement baisser. Ça va être des nouveaux investisseurs, les investisseurs historiques vont être dilués. Voilà. Enfin, ça, c'est le coût classique et moi, c'est marrant parce que enfin, c'est marrant. Je le vois des fois, parfois dans certaines sociétés et les dirigeants, les investisseurs, ils apprennent pas de leurs leçons. Ils n'apprennent pas de leurs autres expériences et ils se font bananer comme ça. Parce qu'ils, finalement, croient sur parole tout ce qui est dit, hein. Et à un moment donné, au bout de 7, 8 ans, ils arrêtent, les frais. Et ça, c'est pas des cas d'école puisque là, par exemple, si vous relisez Les Échos, vous pouvez voir ce cas de sociétés qui ont eu des levées de fonds et qui aujourd'hui sont en difficulté. Là, par exemple, dans Les Échos, on parle de Cityscoot placé en redressement judiciaire, qui loue des scooters en libre service. Donc elle poursuit son activité en quête de nouveaux investisseurs, mais elle est en redressement judiciaire. Donc quand vous faites appel à des investisseurs dans le cas de redressement judiciaire, ils investissent, mais pas au même prix, hein. Luco, pour l'assurance habitation, pareil, redressement judiciaire. Vous avez, aujourd'hui une chaîne qui a été reprise il y a 3 ans, Habitat, dans tout ce qui est meubles et décoration, redressement judiciaire. Hein. Un plan de continuation a été fait, un groupe de BTP qui cherche un repreneur après son dépôt de bilan. Bon là, on n'est plus dans le monde des startups, mais pour vous dire, c'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, de cas d'école. Là, vous avez un autre article où on parle d'hécatombe dans les startups françaises de mobilité. Donc on a parlé de Cdiscount. Il y a néo-loueur de voitures Carlili en redressement judiciaire. La marque de vélo cargo électrique Kifi qui a mis la clé sous la porte, et cetera, et cetera.
Donc, il y a ce phénomène d'ultra-dépense parce que vous avez des investisseurs qui ont mis de l'argent et finalement les dirigeants, bah, c'est pas leur argent en réalité, donc ils agissent, ils se comportent un peu n'importe comment. Et puis au moment de la période de la remontée des taux, bah, effectivement ça fait mal parce que quand ils veulent lever de nouvelles dettes, c'est plus dans les mêmes conditions. Vous avez parfois, bon, comme je vous l'ai dit, des difficultés de secteur, comme l'immobilier. Ça, vous pouvez difficilement agir dessus. Vous pouvez essayer de vous en sortir, mais c'est déjà plus délicat. Ça peut être un client important qui représente peut-être 30, 40, 50% de votre chiffre d'affaires et bien à un moment, lui-même est en difficulté pour X raisons, ou peut-être qu'il a trouvé un nouveau fournisseur, et donc bah, ça peut vous mettre en difficulté. Et là, il faut agir extrêmement rapidement. Vous perdez un client qui représente 50% de votre chiffre d'affaires, bon, bah, il faut tailler dans les coûts. C'est licenciements économiques, peut-être déménager pour des locaux moins prestigieux, moins coûteux. Voilà, il faut regarder ce que vous pouvez avoir. Il faut agir. Tant il y a des cabinets qui sont spécialisés pour aider quand on se trouve dans des situations. On n'est pas forcément en redressement judiciaire, mais on montre des signes de faiblesse, des signes de difficulté. Et justement, là, il y a des mesures qui existent en France, différentes natures. On peut citer, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet, mais on peut citer, par exemple, des procédures qui sont confidentielles, comme le mandat ad hoc. On va négocier avec certains créanciers, ou la conciliation, où on va essayer aussi de trouver un accord avec ses créanciers pour échelonner ses dettes. Donc ça, c'est quelque chose de préventif. Il y a quelque chose de plus important, c'est la procédure de sauvegarde. On va restructurer la dette sous la supervision d'un administrateur judiciaire, mais on n'est pas encore en état de cessation de paiement. Cessation de paiement, c'est qu'on ne peut plus faire face à nos dettes, hein. La définition, c'est on ne peut plus faire face à ces dettes exigibles par rapport à ces actifs disponibles. En gros, c'est la trésorerie ou des choses qu'on peut mobiliser en cash à court terme, hein, pour faire face à ces passifs exigibles. Et donc là, bah, l'objet, c'est de trouver une solution qui vous permet finalement d'éviter cette situation. Donc ce qu'il faut, c'est anticiper. Si vous voyez qu'effectivement vous avez perdu un gros client, vous allez regarder, bon, bah, quelles sont les mesures que je peux prendre? Le problème, c'est que effectivement les licenciements économiques, on n'est pas aux États-Unis. Le processus est long, hein. Il y a même, si vous vous justifiez, peut-être de bonne foi, que vous êtes en licenciement économique, peut-être qu'on va des salariés, des syndicats vont vous attaquer pour dire: «Non, vous n'êtes pas en licenciement vous n'êtes pas en situation de licenciement économique, vous n'avez pas de réelles difficultés». Des fois, c'est vrai que c'est des situations qui, parfois, sont inventées, hein, dans des cas rares, mais là, on est dans de l'ordre même, limite du pénal, donc c'est autre chose. Mais quand vous êtes de bonne foi et que vous avez de réelles difficultés financières, certains peuvent contester parce que ça les arrange pas. Donc il y a ce phénomène-là de pouvoir anticiper. D'ailleurs, il y a la profession de commissaire aux comptes, que je connais quand même, et dans ces procédures, dans un audit de commissaire aux comptes, vous certifiez des comptes, vous avez une partie de la mission qui est la procédure d'alerte. C'est-à-dire que vous devez alerter le dirigeant, les actionnaires, le conseil d'administration, le tribunal de commerce, qu'il y a des difficultés. On n'est pas encore en état de cessation de paiement, mais c'est une mesure de prévention que le commissaire aux comptes doit faire. C'est pas à son desiderata, hein, il est obligé de le faire. S'il ne le fait pas et que la procédure, effectivement, aurait dû être faite, sa responsabilité peut être engagée. Attention, c'est si les éléments le prouvent, parce que quand une société va au dépôt de bilan, des avocats, des actionnaires ou des créanciers, des fois recherchent des responsabilités. Ils vont chercher la responsabilité de commissaire aux comptes en disant: «Il n'a pas fait la procédure d'alerte» ou «Il l'a fait trop tard». Mais ça, il faut que ce soit démontré.
Et la plupart du temps, c'est juste des manœuvres pour essayer de trouver, parce qu'ils sont assurés, les commissaires aux comptes, de trouver des responsabilités. Mais, pour dire, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai eu l'expérience, je l'ai fait à plusieurs reprises, et ce que j'ai remarqué quand même, dans l'ensemble, c'est pas unanime, mais dans beaucoup de cas, beaucoup de dirigeants, c'est la politique de l'autruche. C'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Et bon, vous faites la procédure d'alerte, vous faites votre travail, le tribunal de commerce est informé, éventuellement le conseil d'administration s'il y en a un, il y a un. Bon, les procédures, ça dépend du type de société, mais ça, je ne rentre pas dans ce détail. Après, ben, vous faites votre travail, vous expliquez, vous êtes pédagogue, mais malheureusement, certains ne veulent pas comprendre, et c'est la politique de l'autruche, donc ils s'en soucient pas. Ils diront: Ça ira mieux après, ça ira mieux plus tard». Voilà. Et bah, au bout de quelques mois, la société est en redressement judiciaire. On aurait pu éviter. Et puis après, dans un deuxième temps, même liquidation judiciaire, c'est la mort de la société. On aurait pu l'éviter, mais finalement, bah, le commissaire aux comptes n'a peut-être pas forcément été entendu. Et s'il n'y a pas de commissaire aux comptes, parce qu'aujourd'hui, dans les commissaires aux comptes, c'est déjà dans des sociétés déjà d'une certaine taille, au moins 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, et bien dans ce cas-là, effectivement, vous avez un acteur qui peut alerter, hein, en sachant si c'est des pertes qui n'ont pas été, en quelque sorte, dissimulées, parce que parfois les difficultés sont cachées par certains, mais tôt ou tard, de toute façon, ça se sait parce que la trésorerie, vous pouvez pas l'inventer. Donc voilà, donc pour dire, il y a toute une série de mesures qui existent et que, voilà, normalement les dirigeants doivent agir, parce que ce qui compte, hein, quand vous avez des difficultés, comme je vous l'ai dit, vous perdez un client, des clients où ça touche tout le secteur, c'est la rapidité. Et c'est la difficulté en France, parce que des licenciements économiques, pour prendre des mesures, c'est pas si évident que ça. Pour, voilà, vous avez un bail, vous pouvez pas partir comme ça. Vous avez une usine, c'est pas si simple. Enfin voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, on a à peu près balayé tout ce que je voulais évoquer avec vous, discuter de ces problématiques d'entreprises défaillantes. Donc en synthèse, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet si préoccupant. Oui, il y a des faillites, mais on est à un niveau en dessous de la période qui a suivi la crise financière de 2008. Il y a aujourd'hui une augmentation, mais on compare quelque chose qui n'est pas comparable, la période post-Covid où tout était arrêté, les dettes ont été gelées, mais à un moment donné, il faut payer. Donc c'est normal qu'on revienne à une situation «normale» entre guillemets, enfin, c'est-à-dire comparable à ce qu'on avait observé dans les années 2000. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de dramatique au sens, voilà, c'est la fin, hein, comme certains peuvent l'écrire des fois, ou en nombre de licenciements. Voilà, la situation n'est pas rose, hein, bien sûr, hein, il y a l'augmentation des coûts d'électricité, etc. Toutes ces choses-là, ça a un impact. Et des secteurs qui ne sont pas directement, on va dire, impérativement nécessaires pour les personnes, bah, c'est les secteurs qui sont le plus touchés. Bien sûr, on est obligé de, donc il y a l'immobilier, mais il y a, ça c'est l'effet taux, l'effet restriction du crédit, mais maintenant il y a tout ce qui est les entreprises habillement, textile, tout ce qui est, là je vous ai cité Habitat qui a été placé en redressement judiciaire, donc tout ce qui est ameublement, décoration, ça passe en second dans une période très inflationniste. On voit qu'il y a des changements. Je peux citer aussi un groupe de luminaires, les magasins du groupe Keria en redressement judiciaire en novembre. Voilà, donc dans les luminaires, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas en réalité indispensable pour la vie de tous les jours. Donc petit à petit, on voit, on observe, voilà, ces redressements judiciaires. Mais dans les années 90, dans les années 2000, on avait aussi tout ça. Il faut savoir que moi, depuis
ma naissance, enfin autant que je m'en souvienne, j'ai toujours connu une situation de crise. On m'a toujours dit: «On est en crise» et c'est pas nouveau. Les 30 glorieuses, oui, on est dans une situation différente, mais en tout cas aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme, une croissance limitée. La particularité, c'est qu'il y a eu là effectivement une forte inflation, mais quand vous regardez le taux, les statistiques de défaillance, vous regardez le taux de chômage, vous regardez les niveaux de valorisation des cours de bourse, vous regardez l'industrie, l'économie, hein, dans beaucoup de secteurs, on manque de main-d'œuvre, l'hôtellerie, la restauration, et même par exemple l'expertise comptable. J'ai plein de confrères qui se plaignent de ne pas trouver des collaborateurs. On n'est pas dans une situation comme on peut le voir dans certains pays, comme l'Argentine par exemple, mais aujourd'hui on est dans une situation qui, à mon sens, reste meilleure que ce qu'on observait en 2008. Mais ça dépend des secteurs. Encore une fois, on ne peut pas faire une moyenne. Tout ça, ça dépend des secteurs. Voilà sur le thème, qui est un thème un peu différent. On évoquera de toute façon plusieurs sujets. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine émission du podcast. À bientôt.